Bienvenue à ce premier atelier participatif de sciences environnement qui va porter donc sur l'analyse de cycle de vie, pas une fin en soi, mais le début d'une démarche. Donc l'objectif de l'atelier, c'est bien entendu d'aborder les analyses de cycle de vie avec une première partie introductive qui est pourquoi analyser l'impact d'un produit. On aura ensuite les différents outils qu'on peut utiliser pour analyser cet impact. Bien entendu, on va rentrer dans le sujet même, qu'est-ce qu'une ACV? Comment est-ce qu'on réalise une ACV? Et on donnera quelques exemples d'ACV. J'ai pas marqué les pauses, mais effectivement, il y aura une pause pour pouvoir débattre un petit peu. Et puis, on finira avec l'ACV intégré dans une démarche de développement durable. Donc, ce qu'on fait effectivement au niveau de notre cabinet, puisque à chaque fois qu'on fait une ACV, on essaye de l'inscrire dans une démarche globale d'éco-conception et de développement durable. Et puis, il y aura également des discussions à la fin, bien entendu. Alors, si certaines personnes préfèrent poser les questions en anglais, il n'y a pas de problème. On pourra vous répondre en anglais et en français. Et on essaiera de répondre à vos questions. Alors, une des slides que j'utilise systématiquement lorsque je fais des formations en analyse du cycle de vie ou en éco-conception, c'est cette slide qui représente l'évolution de la population humaine sur notre planète. On a pris une date qui démarre à 160 000 ans avant Jésus-Christ, donc l'ère chrétienne. Et vous voyez qu'il a fallu à peu près tout ce temps-là pour arriver à 250 millions d'habitants sur la planète. Et probablement vous doutez ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va se rendre compte que la population sur Terre va augmenter de façon exponentielle et très rapide, puisque l'écart de temps qu'il va falloir pour passer à un milliard supérieur va se réduire. Et là, il a fallu 2000 ans quand même pour arriver à 1 milliard d'individus sur la planète. Et puis ensuite, eh bien, de nouveau, ça se raccourcit pour multiplier ce chiffre par 2,5. Il a fallu 160 ans. Et puis ensuite, en 50 ans, on a multiplié ce chiffre presque par 3, 6,5 milliards. Aujourd'hui, en 2012, on est à peu près à 7 milliards. Et puis, on s'attend à arriver à peu près à 9 milliards à stabilisation, disons, autour de 2050. Et ce graphe, pour moi, illustre très bien la nécessité de s'engager dans une démarche d'éco-conception, puisque vous vous rendez bien compte qu'il y a de plus en plus de personnes sur Terre, donc de plus en plus de personnes qui ont besoin de ressources agricoles, minières, énergétiques, et que la planète, malheureusement, a des quantités limitées et définies de ces ressources-là. Et si on adjoint à ce graphe la proportion ou la distribution des revenus sur la planète, et là aussi c'est un deuxième élément très important, on s'aperçoit que finalement il n'y a que 16% de la population mondiale qui dispose d'un revenu suffisant lui permettant de consommer de façon assez importante, qui est représenté par les États-Unis, par l'Europe, par les pays développés, mais qu'il y a une énorme proportion de la population qui a des moyens relativement, voire très limités, de consommer. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec la globalisation de l'économie, c'est que effectivement la capacité d'achat le pouvoir économique des populations augmente. Et donc forcément, l'achat de biens matériels, l'achat de voitures, de télévisions, etc., ne va cesser d'augmenter avec le temps. Et malheureusement, nos ressources, elles, ne vont continuer à diminuer et à se raréfier. Donc on n'a pas besoin d'avoir un discours dogmatique ou militant, c'est uniquement des mathématiques. Il va falloir de toute façon gérer cette absence de matières premières et d'énergie pour pouvoir offrir un niveau de vie acceptable pour tout le monde. Alors une autre slide que vous avez certainement dû voir de nombreuses fois, c'est cette fameuse planète et un petit chouïa qui est nécessaire aujourd'hui pour répondre à nos besoins. Donc aujourd'hui, on est déjà à surutiliser notre planète. Mais si toute la population mondiale aujourd'hui vivait avec les mêmes revenus que ces 16%, eh bien, il faudrait environ 3 planètes au niveau des ressources pétrolières, gazières, etc., pour répondre aux besoins de cette population. Donc, je vais vous donner quelques chiffres et on va pas aller très très loin puisque c'est pas l'objectif de la présentation et de l'échange, mais pour vous convaincre qu'effectivement, il est nécessaire d'agir. Aujourd'hui, 50% de la surface agricole mondiale est dans des états critiques, alors qu'on a vu que la population mondiale allait augmenter, donc il va falloir produire davantage avec moins de surface agricole. On a environ 75% de la diversité génétique qui a disparu, donc là aussi un gros problème par rapport à notre capacité de produire des aliments, des ressources alimentaires.
Un chiffre important également, 85% des pesticides n'atteignent jamais leur cible. Alors pourquoi j'ai mis ce chiffre-là ici? C'est un petit peu pour moi emblématique de la façon dont on a géré nos innovations et l'environnement au cours des 80 dernières années, puisqu'on a considéré que finalement l'environnement était tellement immense qu'on pouvait décharger nos polluants un petit peu à l'infini. Et on réalise aujourd'hui qu'en 2012, il n'y a pas un seul endroit sur la planète qui ne soit contaminé par des pesticides. Donc ici, je ne remets pas en cause l'utilisation des pesticides, simplement de dire qu'il y a des innovations technologiques qu'on peut utiliser pour éviter notamment ce type de gaspillage qui est regrettable et qui a bien sûr des impacts catastrophiques sur l'environnement. Et puis des nouvelles substances chimiques qui sont utilisées, donc il faut analyser, ce qu'on fait d'ailleurs nous-mêmes dans le cadre de la réglementation REACH, et avec toutes les années de nouvelles substances mises sur le marché. Au niveau de l'eau, bien entendu, vous avez également vu ces chiffres. 70% de l'eau aujourd'hui est utilisée pour l'agriculture. Si je remets ça dans le contexte qu'il va falloir nourrir davantage de population mondiale, eh bien, où est-ce qu'on va aller chercher l'eau pour pouvoir irriguer et fournir toute cette eau à l'agriculture? Et il y a effectivement de plus en plus d'endroits sur la planète où la population vit dans un stress hydrique réel. Et donc, il va falloir apprendre à partager cette ressource et il va falloir apprendre à l'économiser. Et donc ces informations-là sont un petit peu expliquent la nécessité effectivement de s'engager soit dans des ACV, soit dans de l'éco-conception pour apprendre à utiliser ces ressources de façon efficace. Donc en conclusion, avec une population qui a triplé en 150 ans, il est clair qu'il n'est pas possible de continuer à fonctionner de la même manière. Donc on doit inventer une nouvelle économie qui n'est pas de remettre en cause forcément celle qu'on a mis en place précédemment, mais simplement maintenant il faut faire preuve de création et de créativité pour mettre en place une nouvelle façon de consommer, de produire. Alors jusqu'à maintenant, on était effectivement dans un système un petit peu de paresse, où on extrayait des matières minérales et des ressources de la planète, on les transformait en produits de consommation, et puis ça se retrouvait dans des décharges. Et il est intéressant aujourd'hui de savoir qu'il y a des entrepreneurs qui développent des nouveaux business qui consistent à aller chercher dans ces décharges les matières premières dont on a besoin, puisque ces décharges, depuis 80 ans, accumulent des richesses assez phénoménales. Donc aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent en allant chercher ces déchets. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'arriver à boucler la boucle des matières et d'énergie. Alors au niveau des outils, il y en a effectivement un certain nombre, il n'y a pas que l'ACV. Et je vous ai présenté ici une sélection d'outils qu'on utilise au niveau du cabinet, qui partent de la gauche de l'évaluation du risque des substances, où là on va s'attacher à démontrer qu'une substance est sûre ou pas sûre, donc si elle n'est pas sûre, il faudra faire quelque chose, sur les écosystèmes aquatiques, sédiments, sols, et c'est vraiment un outil qui permet d'évaluer la sécurité des substances. Et puis on a d'autres outils qui sont plutôt des outils de comparaison, d'amélioration, donc on ne parle pas de réel impact, mais d'impact potentiel. Alors on a le bilan carbone, bien sûr, que vous connaissez, qui lui va effectivement avoir un impact réel, puisqu'il va mesurer l'effet de serre ou l'émission de gaz à effet de serre sur le climat de la planète. On aura l'analyse de cycle de vie qui englobe également le bilan carbone, mais également d'autres catégories d'impact. Et c'est tout l'intérêt des ACV, c'est d'être multicritères. Donc on va pouvoir voir l'importance lorsqu'on va améliorer une catégorie. Est-ce que ça va pas avoir un effet négatif sur une autre catégorie? Et on l'utilise généralement pour analyser un produit en fonction de sa fonctionnalité. Donc une tasse de café, le lavage, un cycle de lavage en machine à laver, etc., etc. Donc c'est des outils de comparaison et d'amélioration. Et puis enfin, on a les écolabels qui, eux, vont permettre de faire la différence au niveau de produits qu'on va trouver sur le marché entre ceux qui sont soi-disant mieux pour l'environnement, d'autres qui le seraient moins. Donc tous ces outils peuvent être utilisés séparément ou en complémentarité parce qu'ils vont apporter des informations différentes. Et c'est ce qu'on privilégie effectivement au niveau de notre cabinet, c'est d'essayer de les utiliser en permanence en complémentarité. Alors si je prends maintenant l'évaluation du risque un peu plus dans le détail, lorsqu'on va faire une évaluation du risque, notamment dans le cadre de la réglementation REACH, on va prendre l'ensemble du cycle de vie de la substance et on va évaluer la sécurité de cette substance. Ici, effectivement, j'ai représenté plusieurs substances, mais l'évaluation du risque va se faire substance par substance, milieu concerné par milieu concerné, et on va comparer une concentration dans l'environnement avec une toxicité.
Donc ici, on a vraiment une relation dose-effet, et l'objectif de ce rapport, c'est qu'il soit inférieur à 1 pour pouvoir conclure que la substance sera sans effet néfaste sur l'environnement. Et on a le même système d'ailleurs pour la partie toxicologie, lorsqu'on veut confirmer qu'une substance est sûre pour l'utilisation sur la peau, etc. Donc, quand on fait une évaluation du risque, on va donc faire ce calcul-là pour chacune des substances. Donc, je vais aller un peu plus rapidement puisque c'est la même chose en permanence. Et on va obtenir un certain nombre de rapports de risque qui vont permettre de conclure que les substances sont acceptables ou pas. Donc, on est sur le principe, c'est la dose qui fait le poison. Et je vais présenter ça pour pouvoir faire la comparaison avec les ACV, où dans une ACV, cette fois, on va généralement comparer deux systèmes qui vont fournir une même fonctionnalité. Par exemple, je veux boire une tasse de café, eh bien, je peux préparer cette tasse de café avec soit un percolateur, soit une cafetière italienne. Et puis, on va de nouveau prendre l'ensemble du cycle de vie de l'unité de fonction, donc pour produire le café, donc on va utiliser de l'énergie. Donc au niveau de la production énergétique, on aura de nouveau des émissions vers l'air, vers le sol, vers l'eau. Et puis on va prendre la même chose, faire le même type de calcul ou de collecte de données au niveau de la fabrication, au niveau du transport, au niveau de l'utilisation. Le consommateur, effectivement, va faire son café, donc il va utiliser de l'électricité, donc il va également émettre des émissions. Et puis également au niveau de la fin de vie. Et la grosse différence avec l'évaluation du risque, c'est que dans une ACV, cette fois, on va sommer l'ensemble des polluants qui vont vers l'air, l'ensemble des polluants qui vont vers l'eau et l'ensemble des polluants qui vont vers le sol. Alors bien sûr, ici, je simplifie un petit peu parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est un petit peu le principe de base. Et avec l'ensemble de ces polluants, on va essayer de faire, d'avoir une idée de l'impact sur la santé humaine et une idée sur l'impact de la santé des écosystèmes. Et pour cela, il y a un certain nombre de catégories d'impact qui existent. J'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, l'effet de serre, ou la toxicité humaine, ou l'effet respiratoire, ou l'écotoxicité, etc., etc. Et pour cela, il existe plusieurs méthodes qui ont été développées par généralement des groupes universitaires, et qui permettent donc, par le biais de facteurs de caractérisation, de générer des graphes. Et donc là, c'est ce que vous voyez en haut à droite de votre écran. Il y a par exemple l'option A, l'option B. Déjà, la première conclusion, ce serait de dire que l'option A, globalement, a un impact plus faible. Et si on va dans le détail, on peut s'apercevoir que là, les matières premières, par exemple, dans l'option A, eh bien, contribuent davantage que dans l'option B. Donc, on peut maintenant commencer à réfléchir à comment améliorer les systèmes pour en réduire l'impact. Et le principe d'une ACV, c'est sur less is better, c'est-à-dire que moins j'aurai d'émissions dans l'environnement, a priori, c'est mieux. Il est important de spécifier que A et B sont probablement tout à fait sûrs pour l'environnement. On peut très bien boire du café en percolateur ou avec une cafetière italienne. Il n'y a pas de risques humains et environnementaux liés à la consommation de ce café selon l'option A ou B. Simplement, globalement, il y aura moins d'émissions ou moins de consommation énergétique avec une option vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Les ACV, ce ne sont pas un outil de sécurité. Alors au niveau des résultats, on va effectivement pouvoir exprimer les résultats de façon différente. Ici, c'est un petit peu compliqué. Vous avez toutes les catégories d'impact qui sont représentées sur ce graphe-là, avec par exemple l'option de départ qui est en vert, qui est donc le score le plus important. Et puis les gens de R&D ont développé des options en rouge et en bleu, et on s'aperçoit effectivement que l'option bleue, c'est celle qui a la surface la plus faible et qui est donc la plus intéressante pour l'environnement. Alors ça, c'est une situation artificielle que nous avons créée juste pour l'objectif de cette présentation. Généralement, c'est jamais aussi simple que ça. Alors, si on revient maintenant au niveau de la définition d'une ACV, eh bien, c'est un bilan de l'impact d'un produit ou d'un service sur l'environnement, sur l'ensemble du cycle de vie. Et généralement, on utilise le terme du berceau à la tombe pour représenter un petit peu cette image de cycle de vie. Elle va évaluer tous les impacts. On a vu le graphe de tout à l'heure. Il y a jusqu'à 15 catégories d'impact. Et puis, régulièrement, de nouvelles catégories s'ajoutent. Donc, ça devient assez compliqué, effectivement, à interpréter. Et puis, elle va concerner l'ensemble des secteurs d'une entreprise, les gens qui s'occupent du packaging, les gens qui s'occupent de la formulation, de la production, du management, du marketing. Donc, c'est pas quelque chose qui doit se faire isolément, uniquement par un seul département, mais l'ensemble des fonctions d'une société doivent être impliquées dans une ACV. Alors bien sûr, il y a des standards ISO, je ne vais pas
insister là-dessus, simplement que vous sachiez qu'une ACV est encadrée par des standards ISO. Donc on va suivre en permanence ces standards-là. Et puis une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que lorsqu'on se lance dans une ACV, on n'a jamais le résultat juste tout de suite, puisqu'il va falloir collecter des données et on va procéder par phase d'itération. Donc au départ, on va certainement utiliser des bases de données existantes, où on va faire des approximations, on va faire des hypothèses, on va faire des premiers calculs, et puis ces premiers calculs vont nous amener à essayer d'améliorer nos hypothèses, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver à un niveau où la ACV est vraiment représentative du système. Alors, il y a effectivement une approche itérative, on l'a vu précédemment, avec une différence entre une ACV simplifiée et une ACV complète. Et si vous faites appel à des cabinets spécialisés en ACV, on vous proposera justement ce type d'ACV. L'ACV simplifiée, c'est justement pour éviter de dépenser trop de temps et trop d'argent avec une ACV complète. On va faire une ACV basée sur des hypothèses, sur des approximations. On va prendre en compte les étapes les plus significatives, par exemple. Le temps de modélisation, ce sera assez limité. Par contre, il faut savoir que pour vous, en tant que donneur d'ordre, ça prendra 2 à 3 mois, des fois plus, pour arriver au résultat final. Et pourquoi? Parce que la collecte des données prend effectivement énormément de temps. À l'opposé, vous avez l'analyse complète, où là, vous avez des calculs basés sur des valeurs mesurées, vérifiables, certifiées, autant qu'on puisse le faire. On va prendre en compte toutes les étapes, et puis, bien entendu, la modélisation va être beaucoup plus complexe, et ces études peuvent durer de 6 à 12 mois avant d'être publiées. Alors, généralement, il peut y avoir aussi une revue critique, qui est, dans tous les cas, obligatoire si on fait une étude comparative et qu'on compare son système avec un système d'un concurrent, par exemple. Alors voilà, on est arrivé à la première partie de la présentation. Donc je vais je vais libérer vos micros. Et si vous avez des commentaires, des questions à poser, c'est le moment. Je suis prêt à répondre ou à entendre vos réflexions par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou un commentaire? Est-ce que tout le monde est familier avec justement les ACV? Tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant était des choses nouvelles. Je sais pas, est-ce que Roger, c'est des choses qui ont été claires? Enfin, c'est vrai que tu as participé à mon cours au développement durable, donc c'est des choses que tu as déjà vues. Absolument, ouais, merci. Véronique, est-ce que on a apporté ici des informations qui étaient intéressantes ou ah, vous m'entendez pas, c'est vrai. Vous avez si je vous entends, mais Anouche, est-ce que vous avez une remarque ou une question particulière? Ou Bertrand? Oui, pour moi, c'est relativement nouveau, disons, au niveau de l'environnement. Je connaissais les analyses de cycle de vie dans différents domaines. Mais en fait, là, voilà, ma question serait, vous avez considéré en fait les pollutions à l'air, au sol et à l'eau. Oui. Hein. Donc, et pour moi, il me semble qu'il y a, voilà, il peut y avoir encore d'autres types de pollution considérées à la faune, à la flore. C'est pas seulement directement. Alors oui, bien sûr, là c'était des compartiments. Donc je parlais de D'accord. compartiments, mais bien Ok. sûr dans ces D'accord. compartiments, il va y avoir, c'est pour ça qu'on a le critère écotoxicité aquatique qui va s'attacher à regarder la toxicité dans le milieu aquatique. Donc bien D'accord. Ok. entendu là je C'est parlais de juste des compartiments. catégories. C'est pas. Voilà. Voilà, Merci. Pour l'instant, pas de je problème. vous remercie. Je vous en prie, je vous en prie. Très bien. Donc je ne sais pas si Bruno, tu as une question ou un commentaire. Enfin, je vois que les gens réagissent également sur le chat. Donc écoutez, je propose de reprendre la main ou non, il y a quelqu'un qui a une question? Non. Donc Bruno, oui, tu voulais poser une question? Non. Non, 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 c'est bon, Parce que j'ai vu ta c'était main très intéressant pour l'instant. très bien, parce que tu Pardon? avais ta main qui était levée, donc je pensais que tu voulais dire quelque chose. Non, c'est bon. Très J'ai bien. été très intéressé en tout cas. Très bien. Merci. Donc j'espère que je suis pas allé trop vite parce qu'effectivement, je donne cette même présentation lors de cours à l'HEG à Genève, mais ça dure 3 heures. Hein. Donc là, c'est un condensé. On Donc va je aller vais vite. reprendre la main, donc je vais couper vos micros et je vais maintenant présenter un exemple. Alors, je vais présenter un exemple fictif et ça peut vous paraître un peu bizarre pour un cabinet qui fait des ACV.
En fait, Sciences et Environnement existe depuis 4 ans, même si la plupart des membres, on a une longue expérience dans l'industrie. Et on a effectivement réalisé pas mal d'ACV pour nos clients, et quelques-unes aujourd'hui sont en cours de publication. Donc tant que ces ACV ne sont pas dans le domaine public, par respect vis-à-vis de mes clients, je ne peux pas me permettre d'en discuter aujourd'hui. Donc on a fait une ACV fictive avec un shampoing, et dans le cadre par exemple d'un shampoing, eh bien, il va falloir bien entendu commencer par définir l'unité de fonction qui va être se laver les cheveux une fois, l'acte de se laver les cheveux. Et pour ça, il va falloir collecter déjà des données sur la quantité de shampoing qu'on va utiliser. Donc là, ça peut être des sujets de débat, notamment s'il y a plusieurs marques qu'on analyse en même temps, parce que certains fabricants diront moi je recommande 4 grammes, d'autres 5 grammes, d'autres 10 grammes. Il va falloir bien sûr se mettre d'accord sur la quantité d'eau, donc là aussi c'est quelque chose d'assez difficile à obtenir, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de compteur chez les consommateurs pour mesurer exactement la quantité d'eau. Donc c'est là justement où on va faire des hypothèses, et ces hypothèses pourront éventuellement être contestées si jamais vous communiquez sur cet ACV et que vous prenez 10 litres d'eau. Certaines personnes vont dire mais ça c'est complètement aberrant, vous avez manipulé les résultats parce que vous avez pris une quantité d'eau trop faible ou trop haute, etc. Et puis il va également falloir se mettre d'accord sur la température de l'eau. Est-ce que on utilise 30 degrés, 35 degrés? Et forcément, la température de l'eau va avoir un effet important sur la consommation énergétique. Alors on va bien entendu collecter des informations sur les matières premières, sur les ingrédients, sur les emballages, sur la fabrication à l'usine, sur la distribution, donc quel type de camion, la longueur de la distance, l'utilisation, donc je viens d'en parler, et puis la fin de vie. Et donc lorsqu'on va faire, on va collecter ces informations-là et qu'on va faire des calculs, on va obtenir ce type de graphe, par exemple, où on s'aperçoit que matières premières, emballage, usine, distribution, fin de vie contribuent faiblement au score total de l'effet de serre. Par contre, l'utilisation ici joue un score assez important. Alors, souvent, on nous dit, oui, mais là, on cherche à culpabiliser le consommateur. Alors, effectivement, si on s'arrêtait là, ça pourrait être interprété de cette façon-là, mais généralement, on va proposer à notre client d'effectivement d'enlever l'utilisation pour regarder spécifiquement sur son produit où est-ce qu'il peut faire des améliorations. Et on s'aperçoit que, par exemple, ici, c'est pas la peine de se soucier trop de la distribution et du fin de vie, mais si on veut investir un petit peu d'argent et de ressources pour améliorer l'impact de son produit, eh bien, il vaut mieux se focaliser sur matières premières, emballage et usine, parce que c'est là que les scores sont les plus importants. Et par exemple, si on se focalise sur l'emballage, on peut regarder qu'est-ce qui contribue à ce score-là. Et on s'aperçoit que, eh bien, on a la pompe, on a la mise en forme, mais on a également le flacon et puis l'étiquette qui va autour. Et on se dit, ben voilà, ça c'est la répartition de l'impact de mes emballages. Et puis ici, on peut se poser la question, bon, j'ai une pompe, est-ce que finalement j'aurais pas pu mettre simplement un bouchon? Et donc c'est là où, en tant qu'analyste, on va pouvoir faire des scénarios et puis regarder, par exemple, le scénario bouchon simple. Et on s'aperçoit dans ce cas-là qu'effectivement, d'un point de vue purement analyse de cycle de vie, le fait d'utiliser un bouchon simple va réduire l'impact du produit. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter là, parce que effectivement, mettre un bouchon peut avoir des conséquences négatives sur l'utilisation du produit. Par exemple, le dosage. Avec une pompe, le consommateur sera tenté à utiliser systématiquement la même dose, par exemple 4 grammes. Avec un bouchon simple, eh bien, il va se verser une quantité dans la main qui pourra être de 5, 6, 10 grammes. Et donc finalement, l'impact du produit pourra être 2 fois supérieur avec un bouchon simple qu'avec une pompe. Donc le message un petit peu que je veux faire passer ici, c'est qu'il faut jamais prendre des conclusions uniquement à partir de l'ACV, mais il faut le mettre dans le contexte de l'utilisation par le consommateur. Et puis il faut surtout que le consommateur ait envie encore de l'acheter, puisque un produit vert qui ne s'achète pas n'est pas un produit vert, d'accord? Et puis on peut aussi vouloir normaliser ou comparer son résultat avec, par exemple, l'impact d'un Européen par poste d'activité, puisqu'on peut se dire est-ce que finalement mon produit il émet beaucoup dans l'environnement, et donc là ça permet effectivement de comparer. On s'aperçoit que sur une année, eh bien c'est vraiment la partie agroalimentaire qui génère le plus
de gaz à effet de serre, hein, ce sont les barres en bleu ici. Ensuite vient l'habitat avec le chauffage, etc. Le transport, les loisirs, etc. Donc on va pouvoir normaliser et dire ben, finalement votre activité représente X% de l'activité d'un citoyen moyen. Alors, je vois qu'il est déjà 30 minutes, donc le temps passe extrêmement vite. J'avais un deuxième exemple que je vais devoir parcourir extrêmement vite, donc je suis désolé pour ça. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain webinar. Donc ici, vous voyez le résultat d'une ACV fait par Tetra Pak, qui était très intéressante, qui permettait de voir la différence au niveau des impacts environnementaux, qui leur a permis de faire une communication assez poussée, assez importante. Et c'est là-dessus aussi, nous, on se positionne, puisqu'on accompagne également nos clients dans une communication scientifique, où ils avaient un rapport d'études extrêmement complet qui a été examiné par une revue critique. Puis ensuite, il y a eu une communication grand public à partir d'une brochure, de la communication sur un web, repris par des journaux d'actualité, et puis également repris par le WWF. Et je vous montre ça parce que ça peut être intéressant pour des gens qui veulent se lancer dans une ACV, ou si vous travaillez avec vos parties prenantes, eh bien vous pouvez arriver à avoir un support de vos parties prenantes qui reconnaissent que votre travail a été vraiment exemplaire. Alors, effectivement, cette ACV, vous le savez peut-être, a soulevé une polémique. Je vais pas venir, je n'ai pas le temps d'en discuter trop rapidement. Mais le message, un petit peu, c'est de dire que lorsqu'on va se lancer dans une communication d'une analyse de cycle de vie, il est très important, effectivement, d'avoir une communication positive mais responsable, c'est-à-dire être transparent, communiquer des faits et valoriser les bénéfices sans surexploiter. Voilà. Donc maintenant, j'arrive à la dernière partie de la présentation qui est donc l'ACV dans une démarche développement durable, avec pour nous la première étape qui peut être l'ACV, mais ça peut être également autre chose, ça peut être un écolabel, ça peut être une étude d'impact globale, et qui vraiment va permettre d'identifier les impacts potentiels, les phases dominantes, on va définir des priorités, des axes d'amélioration, des stratégies d'éco-conception, et puis on va également éventuellement pouvoir communiquer de manière factuelle, surtout en interne, avec les gens du marketing, pour leur dire voilà où est-ce que quel type d'impact on a. Une deuxième étape, ce sera la confrontation avec des études équivalentes, éventuellement, qu'on va trouver dans la littérature scientifique, rencontrer des experts à l'extérieur pour vérifier que les calculs, ce qu'on a trouvé a vraiment un sens. On va consulter des spécialistes, on a fait des ACV sur des produits agroalimentaires, qui nous a amené à faire des entretiens avec des éleveurs pour vérifier que nos hypothèses de calcul étaient vraiment réelles avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, comparé avec ce qu'on avait dans nos bases de données. Et puis on va pouvoir élaborer une première stratégie d'amélioration. Et puis là, on propose généralement de passer à une troisième étape, qui est un dialogue avec les parties prenantes. Alors bien sûr, ce que je vous présente là, c'est un programme très lourd, qui est assez important, qui se met en place sur plusieurs années. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement faire tout ça, mais c'est des choses qui sont intéressantes à faire, parce qu'à partir du moment où vous allez partager vos résultats avec vos parties prenantes, vous allez vérifier avec elles si ce que vous pensez comme une amélioration est vraiment compris par vos parties prenantes comme une véritable amélioration. Et puis vous allez confronter d'autres visions, vous allez pouvoir élaborer une vision commune justement avec eux pour dire ben voilà, on va s'engager dans cette direction-là. Et puis la quatrième étape, c'est effectivement de faire une étude de faisabilité économique, l'acceptabilité de vos clients, et puis finaliser votre stratégie, et puis finalement mettre un plan d'action pour délivrer un petit peu l'ensemble de ces résultats. Alors si on résume un petit peu cette démarche-là, c'est bien entendu l'étude d'impact, c'est la consultation avec les spécialistes, c'est le dialogue avec vos parties prenantes, et c'est vraiment une étape extrêmement riche, qui est souvent vue avec un peu d'inquiétude par les entreprises, parce qu'elles ont peur de se faire attaquer, et en fait c'est toujours un moment extrêmement important où on apprend à s'écouter et à comprendre un petit peu le point de vue des différents, justement, des différentes parties. Et puis on élabore ensemble une stratégie. Donc à partir du moment où vous allez mettre une amélioration en place, elle sera comprise et acceptée par vos parties prenantes. Et puis on met en place, et puis éventuellement on fait de nouveau une étude pour vérifier que ce que vous avez mis en place est correct. Donc on arrive maintenant à la deuxième partie de questions. Donc de nouveau je vais enlever je vais vous donner les micros. Et donc si certains d'entre vous veulent réagir, la parole est à vous. Vous pouvez également poser vos questions sur le chat si vous le souhaitez. Et je répondrai à vos questions. Donc, la voix est libre, les micros sont ouverts. Si vous avez des questions, je reconnais que je suis allé un petit peu vite.
Donc je regarde si au niveau des questions, il n'y a rien de spécial qui... Oui, je trouve très intéressant pour les produits du marché. C'est un peu rapide, effectivement, pour que je puisse intervenir de façon pertinente. Merci. Oui, alors je le reconnais. Ce que je vous propose effectivement, bah, c'est de reprendre contact et puis on peut faire d'autres séances individuelles pour reprendre dans le détail ces informations-là. Notre objectif, bien sûr, c'est de montrer ce qu'on est capable de faire et de vous inviter, Oui. bien sûr, à prendre contact avec nous ensuite. Donc, je vois pas d'autres questions particulières. Euh, donc, je continue au niveau de la présentation. Donc, euh, ici maintenant, je vais un peu présenter la société puisque c'est bien sûr l'objectif de la. Ah, il y a une question ici. Dans une ACV, il doit y avoir beaucoup de scénarios différents. Alors effectivement, dans une ACV, on va avoir l'ACV de référence qui va être le cas le plus générique. Et puis à partir de là, on va toujours calculer des hypothèses ou des scénarios. On va dire, bah, par exemple, sur la douche, on peut très bien faire la CV à 35 degrés, à 38 degrés. La CV avec 10 litres d'eau ou la CV avec 15 litres d'eau. Donc c'est évident, vous avez tout à fait raison. Dans une ACV, on l'utilise pour tester des scénarios. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Anouche. Vous pouvez répondre en direct hein, si vous voulez. Vous avez le micro qui est ouvert, mais peut-être que vous avez aussi un problème avec votre micro. Donc, euh, donc bien sûr qu'une ACV, l'objectif d'une ACV, c'est de faire des calculs d'hypothèses, comme je vous l'ai montré avec le bouchon et la pompe. À partir du moment où on a des résultats, on va pouvoir changer des valeurs pour aller vers une amélioration. Très bien. Problème de micro. Donc effectivement, certains d'entre vous ont des problèmes de micro. Donc je vais finir avec la présentation de Sciences Environnement, donc qui est un cabinet scientifique euh, où on aborde l'originalité un petit peu de notre cabinet, c'est qui reste à taille humaine, hein, puisqu'on est une dizaine d'experts, c'est de pouvoir apporter un haut niveau d'expertise sur l'ensemble de ces domaines. La plupart des collaborateurs possèdent un doctorat soit en toxicologie, soit en écotoxicologie ou en chimie, ou encore en sciences du sol, ou des masters en sciences de l'environnement, en communication, en agroalimentaire. Donc on est vraiment des gens avec une très forte spécialité. Beaucoup d'entre nous ont travaillé de très longues années avec l'industrie, donc on a fait des ACV ou des analyses de risque ou des dossiers réglementaires pour l'industrie. Donc ça, c'est un petit peu l'équipe aujourd'hui de Sciences et Environnement et Equitox, puisqu'on est un groupe associé. Et je vous ai mis ici un schéma qui présente un petit peu le type d'offres auxquelles vous pourriez être confronté, que vous pouvez retrouver sur notre site. C'est pour ça que j'ai enlevé les prix, puisque c'est pas l'objectif ici de vous vendre une ACV, mais de vous donner un peu une grille de lecture du type d'offres que des cabinets peuvent vous proposer. Vous avez bien entendu de la CV simplifiée à la CV comparative jusqu'à la CV complète, où il y aura un certain nombre d'étapes obligatoires qui seront réalisées. Et une chose qu'on propose, basée sur notre expérience, c'est un peu la pré-ACV, qui va bien sûr coûter beaucoup moins et qui va permettre d'évaluer la faisabilité d'une ACV simplifiée. Il se trouve que parfois, sur certains produits, on va avoir du mal à avoir des données secondaires, c'est-à-dire des données qu'on va trouver dans des bases de données. Et finalement, on va être amené à faire tellement d'hypothèses et d'approximations que je considère que le résultat de la CV n'est pas vraiment crédible. Donc il n'est pas nécessaire d'investir tout de suite sur une ACV simplifiée qui coûte quand même relativement cher, hein, ça peut être de 12 à 18 000 euros. Et donc on propose de faire une analyse globale du produit à un prix bien plus faible et dire finalement oui, ça vaut le coup de se lancer dans une ACV ou ça ne vaut pas le coup. Donc là, je vous laisse retrouver ça sur notre site. Au niveau client, on travaille effectivement pour des grands comptes. Moi-même, j'ai fait une grosse partie de ma carrière chez Procter & Gamble, où j'étais responsable de l'ensemble de ces questions-là. Et puis voilà. Donc je vous remercie énormément pour votre participation. On arrive à 39 minutes, donc finalement j'ai un petit peu de temps. Et je vais vous proposer, j'espère que cette présentation a été utile, même si ça a été très court et très rapide. Donc bien sûr, je vous invite à nous contacter. Je vous propose maintenant de répondre rapidement à un petit questionnaire que vous allez voir apparaître euh, sur votre écran. Donc non, il n'y a pas. Donc apparemment, on a un petit problème. Non, il n'apparaît pas. Donc tant pis.
Oui, ferme-le, tant pis. Donc on a un petit problème technique, tant pis pour le questionnaire. Donc écoutez, l'objectif c'était, puisque nous bon, on a fait l'effort d'essayer de vous présenter des informations assez globales sur une ACV. On aimerait beaucoup effectivement avoir votre retour. Est-ce que cette ACV, est-ce que cette présentation vous a été utile? Est-ce que trop complexe, pas assez complexe, trop rapide, pas assez rapide? Donc merci de nous envoyer votre feedback, et si vous le faites par email, et si vous êtes d'accord, nous aimerions effectivement pouvoir le poster sur notre site, de façon à pouvoir effectivement inviter d'autres personnes à participer à nos webinaires. Est-ce que les micros sont ouverts? Est-ce que vous avez des questions? Donc on vous a envoyé par le chat le lien du site, et je ne sais pas si vous avez des questions. Donc je vous redonne accès au micro. Voilà. Monsieur Sauter, d'abord, merci pour la présentation. J'avais une question d'ordre général. En fait, ces ACV, toutes les entreprises qui mettent sur le marché des produits tels que vous avez décrit, shampoing ou des cosmétiques ou comme ça, sont tenues de faire ce genre d'analyse, ou est-ce que c'est un plus? Parce que où on en est dans la législation, je suis un petit peu, voilà, je ne connais pas exactement. D'accord. Alors, très bonne question. Alors, effectivement, il n'y a pas aujourd'hui d'obligation réglementaire de faire une analyse de cycle de vie. Ceci étant dit, il y a des obligations de faire des rapports de développement durable dans certains pays. Et donc, pour faire un rapport de développement durable, il est souvent intéressant d'avoir une ACV pour pouvoir avoir des chiffres à présenter. Et sinon, il y a l'exemple de la France, où en France, à la suite du Grenelle de l'environnement, il y a eu Oui, une c'est ça. initiative d'affichage environnemental des produits de grande consommation. Donc aujourd'hui, bien entendu, avec les situations politiques en France, les élections, etc., on ne sait pas forcément si ça va être concrétisé, mais depuis les 2 dernières années, il y a eu énormément d'activités, analyse de cycle de vie en France, puisque les grands groupes, justement, ont participé à des programmes d'affichage volontaire en faisant des calculs. Donc il y a l'AFNOR et l'ADEME qui ont généré Oui, un document guide pour faire des ACV, et c'est en cours, donc c'est encore aujourd'hui d'actualité, mais c'est pas encore légiféré. Donc ça devrait normalement d'accord. être proposé au Parlement. Ça peut effectivement poser des problèmes au niveau européen parce que ça peut être vu comme une barrière à échange commercial entre les pays européens, mais il y a cet aspect-là. Donc c'est pas vraiment réglementaire, mais ça prend de plus en plus d'importance également pour montrer son engagement vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du développement durable. D'accord, merci. On pourrait imaginer arriver à des labels comme A+, B, enfin comme pour les ampoules électriques, ou voilà, au niveau de l'impact? Ah oui, alors effectivement, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées au niveau de la communication. Euh, euh, il y a soit des petits curseurs qui vont Ouais, apparaître, d'accord. soit effectivement il y a le système A, B, C, D au niveau de la température. Donc ça, c'est pas encore défini. Il y a justement les entreprises qui se positionnent sur plusieurs schémas, et euh, une décision sera prise in fine. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a une question. Si une entreprise en B2B, donc business to business, désire faire des ACV avec des clients, donc ayant intégré nos matériaux dans leurs produits, quels sont les critères clés à considérer pour choisir le bon partenaire? Véronique, vous parlez de bons partenaires au niveau B2B ou au niveau cabinet? Alors, je sais que vous devez répondre par... Oui, mais j'attends la réponse de Véronique pour savoir si... euh, généralement, lorsqu'on fait du B2B, les ACV, je vais essayer de répondre... euh, quand on fait du B2B, on le fait par le biais d'associations industrielles. Donc on se retrouve, et ça j'y ai participé quand j'étais chez Procter, pour la ISE, donc l'association de la détergence. On s'est retrouvé avec Unilever, Henkel, Procter et d'autres producteurs autour de la table, et on a accepté de partager des informations en commun. Il y avait également une partie tierce qui collectait ces informations-là pour les agréger, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème de confidentialité. Mais généralement, le B2B se passe, enfin, par le biais d'associations industrielles.
Alors pour choisir avec quel client faire une ACV ensemble, il faut, bon là encore une fois c'est peut-être difficile de comprendre votre question, ça serait bien qu'on se parle peut-être après, mais il faut trouver des gens qui effectivement soit mettent le même type de produit sur le marché, ou soit des produits qui vont délivrer la même unité de fonction. Donc on ne peut comparer en ACV que des produits qui ont exactement la même unité de fonction. Par exemple, si on prend le cas de détergent, on ne peut pas comparer un détergent en poudre avec un détergent liquide, parce que l'industrie va considérer que ce sont deux produits complètement différents. Alors je ne sais pas si je réponds vraiment entièrement à votre question, mais dans ce cas-là, je vous invite à me recontacter et je me ferai un plaisir de répondre plus en détail à votre. Alors juste une question générale, comment s'intègre l'ACV dans un audit interne développement d'érable? Alors, c'est pas vraiment intégré dans l'audit. L'audit va effectivement regarder un certain nombre de key indicateurs, d'éléments clés qui sont généralement listés dans les GRI reporting, hein, les standards. Quand on demande à une entreprise de faire un reporting sur le développement durable, il y a un certain nombre de critères à utiliser et on peut très bien utiliser l'ACV comme un moyen de quantifier l'impact d'un produit. Le problème sur un rapport développement durable, c'est qu'on ne s'intéresse pas uniquement à un produit, mais à la totalité de la production de l'entreprise. Donc l'ACV n'est pas forcément approprié à une analyse globale d'une société. Ce sera peut-être plus le bilan carbone, mais on peut l'adapter. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben voilà, on va prendre l'ensemble de la consommation énergétique, l'ensemble des polluants, et on va indiquer dans le rapport des politiques de réduction des émissions de substances organiques volatiles, d'émissions de BOD ou de substances chimiques dans l'environnement, etc. Donc l'ACV, les connaissances de l'ACV vont nous être utiles, mais c'est pas forcément facile de l'intégrer directement. Ok, merci Avan. Très bien. Donc feedback, comment se former aux ACV? Il y a des formations par des professionnels. Donc nous, bien entendu, ça je peux pas ne pas le dire. On fait des formations en interne, donc on se déplace chez les gens et ça nous est arrivé de faire des formations d'un jour et demi sur l'éco-conception avec des partenaires où on va utiliser même des séances interactives d'animation pour faire participer les gens. Et puis il y a aussi des cabinets comme Pré qui fabriquent le logiciel Cima Pro qu'on utilise, qui eux vont former vraiment des analystes. Donc si vous avez besoin d'être formé à un logiciel particulier, eh bien il faut contacter le fabricant de ce logiciel. Si c'est sur la façon de faire des ACV, de les exploiter, de les interpréter, de les communiquer, eh bien vous avez des tas de cabinets sur le domaine public, dont Sciences et Environnement. Donc il y a d'autres questions? Feedback sur quelle adresse email? Je vais vous donner mon adresse email dans le chat. C'est ici, dans le chat. Donc c'est sauter.e@sci-env.ch. Donc bien sûr, je vous remercie de m'envoyer tout le feedback vous pouvez. Si vous êtes intéressé à ce qu'on développe une partie, parce que c'est vrai que on est allé très vite et puis je vois qu'on est déjà à 50 minutes alors que j'avais promis qu'on s'arrêterait au bout de 45 minutes. Dites-le moi, on peut très bien réorganiser un webinar. Alors il y a une chose que je voulais vous montrer également, c'est que on a d'autres webinars prévus prochainement. Le 29 mai sur REACH, sur l'analyse des dossiers 2010 faits par l'ECA. Ensuite, le 12 juin, on aura les écolabels et de la difficulté de promouvoir des produits ayant un impact plus faible sur l'environnement, tout en étant performants. Et puis ensuite, le 26 juin, on reprendra sur REACH, comment faire une évaluation du risque pour l'environnement. Et puis probablement qu'il y aura un break cet été, puis on reprendra en septembre avec de nouveau des ACV, de nouveau... voilà. J'aurais encore juste une question, si vous avez encore une minute. Est-ce que l'administration publique, quoi, les cantons pour la Suisse, est-ce que vous êtes mandaté aussi par eux ou est-ce que c'est avant tout à titre les entreprises privées? Non, alors on a également des mandats avec par exemple l'État de Genève. On en a eu l'année dernière, on en a un de nouveau qui arrive aujourd'hui. Pas directement sur des ACV. Donc c'est partagé. Oui, c'est partagé. C'est-à-dire que nous, notre activité, on essaie de se positionner comme un institut. On est bien sûr des consultants, mais on est un cabinet scientifique, donc on est des experts. On est là pour accompagner les gens dans une démarche. Bien sûr qu'on a des prestations rémunérées, ce qui est normal, mais on cherche à avoir une diversité
dans nos clients, à la fois ONG, organisations non gouvernementales. On a des relations particulières avec France Nature Environnement en France, avec le public, comme l'État de Genève, où on a régulièrement des missions, et puis bien sûr avec le privé, qui est bien entendu la partie importante de nos clients. D'accord, merci. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie énormément pour votre participation. Encore une fois, merci pour votre témoignage par email. Et puis à très bientôt. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement. Au revoir. Au revoir, Merci. merci. Au revoir. À bientôt. Merci.